Donc, on va démarrer le webinaire de ce soir. Le sujet étant comment sécuriser son avenir et constituer en héritage pour ses enfants grâce à l'immobilier. Alors, nous allons parler des éléments suivants. Le premier, c'est l'immobilier, les avantages de l'immobilier par rapport aux autres investissements. Le deuxième, c'est la zone de recherche. La troisième, c'est la typologie de biens. Ensuite, nous allons parler de la rentabilité. On enchaîne avec le financement et on termine par la fiscalité. Voilà, donc c'est le programme de ce soir et à la fin, vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Ting, je suis investisseuse en immobilier depuis 10 ans. Je suis également auteure du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier, que vous pouvez trouver en librairie et sur Amazon.fr. Je suis également coach et accompagnatrice en immobilier et je suis maman de 3 petits bouts de chou, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Alors, on va parler de l'immobilier vis-à-vis des autres investissements, son avantage. Le premier avantage, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? Par exemple, imaginons que vous voulez acheter un bien à 100 000 euros avec un effet, si vous empruntez sur 10 ans, en fait, le taux d'intérêt s'élève à 3%. Du coup, vous payez que 966 € par mois sur une durée de 10 ans pour pouvoir payer la maison. Tandis que si vous souhaitez investir dans la bourse ou dans la monnaie virtuelle, il faut que vous disposez de 100 000 € pour investir pour des actions à 100 000 €. Évidemment, maintenant, si vous empruntez sur 20 ans, le coût mensuel, ce sera moindre. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle un effet de levier et c'est le locataire, souvent pour la plupart du temps, qui paye la mensualité de crédit. Donc, ça, c'est le premier avantage de l'immobilier. Le deuxième avantage, c'est un investissement peu risqué par rapport aux autres investissements qui a parfois un rendement, une rentabilité plus élevée. Par exemple, souvent, on me dit, oui, mais Ting, quand on investit dans la bourse, quand on sait bien faire, c'est tout de suite 12%, 15%, voire 20% de rentabilité. En revanche, vous risquez de, comme c'est beaucoup plus risqué que l'immobilier, vous risquez de tout perdre du jour au lendemain également. Et quand on regarde les courbes dans l'immobilier, là, en fait, nous avons deux axes. Là, on part de 1900 et là, on termine en 2020. Vous pouvez constater que le prix de l'immobilier en France, d'une manière générale, donc en bleu, c'est le prix en France et en rouge, c'est le prix à Paris. Ça augmente constamment. Et d'une manière générale, on garde le bien entre 8 et 12 ans. Donc, d'une manière générale, ça augmente le prix. Quand vous savez bien investir, donc c'est relativement peu risqué par rapport aux autres investissements. Le troisième avantage, c'est non seulement on peut en tirer un revenu tout de suite, en plus, il y a de la plus-value. C'est-à-dire, même si la rentabilité mensuelle est moindre par rapport aux autres investissements, d'une manière générale, dans les grandes villes, c'est de l'ordre de 2 à, genre à Paris, c'est de l'ordre de 2 à 3%. En banlieue, je dirais, c'est entre 6 et 8%. Et dans les petites villes, ça peut aller jusqu'au 15%. Non seulement vous avez une rentabilité et en plus, quand vous savez le faire, vous pouvez en tirer une plus-value au bout de 10 ans ou de 15 ans ou de 20 ans. Donc, il y a un double intérêt quand on investit en immobilier. L'avantage 4, c'est l'optimisation d'impôts, c'est-à-dire souvent on dit que ça dépend de votre type d'exploitation, mais quand vous savez le faire, entre 5 et 10 ans, vous ne payez pas d'impôts sur les loyers. Voilà. Donc,
C'est le quatrième avantage en investissement immobilier. Maintenant, on va parler de où est-ce qu'il faut investir. Alors, dans l'absolu, vous pouvez investir dans toute la France. Dans les grandes villes, la rentabilité est moindre. Dans les petites villes, la rentabilité est plus élevée, mais il y a plus de risques de vacances locatives. Maintenant, je vais vous parler de quelques endroits où il ne faut pas investir, où il ne faut pas y aller. On va voir concrètement quels sont ces endroits où c'est déconseillé d'y aller et pour quelles raisons. Alors, le premier endroit à ne pas investir, c'est surestimer le potentiel des villes où il y a des transports à venir. Je m'explique. Souvent, par exemple, dans Paris, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent de la région parisienne, on me dit tiens, il y a le Grand Paris Express qui arrive en 2024, en 2030. J'envisage dans telle ville où il y a le transport qui arrive en 2024. Parce que ça risque d'avoir une plus-value, donc c'est un bon investissement. Alors, ce que je leur demande, c'est au jour d'aujourd'hui, y a-t-il déjà des transports? Quand je parle de transport en commun, je ne parle pas de bus, hein, je parle de RER, je parle de tramway, je parle de métro. Y a-t-il déjà des transports existants? Si la réponse est non, il n'y a rien, il n'y a que des arrêts de bus. Ma question, c'est entre maintenant et 2024, à qui tu vas louer, étant donné qu'il n'y a pas de transport en commun? Et tu sais très bien que, enfin, vous savez très bien que souvent, ça prend du retard. Donc, ce n'est pas 2024, ça peut être 2025, voire 2026, voire plus tard. Pendant ces quelques années, à qui tu vas louer si il n'y a pas de transport en commun à cet endroit-là? Donc, c'est très risqué d'investir dans un endroit où il y aura éventuellement des transports à venir, mais actuellement, il n'y a rien. Ça, c'est le premier endroit à prendre des précautions. Le deuxième endroit, c'est des villages où il y a une seule source de tourisme, par exemple le cure thermal. Je m'explique. Alors, en France, il existe des petits villages de 500, de 300, de 1000 habitants. C'est des villes touristiques parce qu'il y a des sources thermales. Donc, en été, il peut y avoir 3 fois le touriste par rapport au nombre d'habitants. Le souci étant qu'aujourd'hui, tous ces cures thermales sont remboursées par la sécurité sociale. Alors, tôt ou tard, je pense que la sécurité sociale va arrêter de financer ces activités et une fois que ce n'est pas financé, il y aura beaucoup moins de touristes ou de demandes locatives. Du coup, c'est très risqué d'investir dans ces villages où il y a une source de tourisme. Le troisième endroit à ne pas investir, c'est les stations de ski où il y a de moins en moins de neige à cause du réchauffement climatique parce que l'altitude est insuffisante. Et c'est déconseillé d'investir dans ces endroits parce que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, s'il n'y aura plus de neige, il y aura moins de touristes, du coup, il y aura moins de demandes locatives. Du coup, votre logement va rester vide une bonne partie du temps et c'est une très mauvaise idée d'investir dans ces endroits-là. Il faut faire très, très attention quand vous investissez. On enchaîne avec la typologie de biens. Alors, on part sur le principe que tout logement se loue, sauf il faut réfléchir en amont à qui vous allez louer. Imaginons que vous allez louer à une famille. Il faut qu'il y ait des écoles, des transports, un parking, des commerces à proximité. Si vous souhaitez louer à un couple, il faut qu'à côté de l'appartement, il y a des transports en commun, il y a un parking, il y a des commerces à proximité. Et si vous souhaitez louer à des étudiants, il faut qu'il y ait des écoles, des transports à proximité et des commerces, bien sûr. On parle du principe que tout logement se loue. Maintenant,
quelle est l'astuce si vous souhaitez louer plus cher? Alors, si vous souhaitez louer plus cher, il vaut mieux viser les petits F3 que les grands F2. Je m'explique. Alors, imaginons que vous achetez en 60 mètres carrés. Donc, il y a un salon, il y a une chambre, il y a une cuisine. S'il y a une possibilité de le transformer en un petit F3, à savoir il y a 2 chambres, il y a un salon, il y a une cuisine, une salle d'eau, ça se loue plus cher. Mais il faut que l'agencement de l'appartement se prête, à savoir il y a une fenêtre, que la superficie ou l'agencement se prête à faire un petit F3 plutôt qu'un grand F2. Pareil, un petit F4 se loue plus cher qu'un grand F3. Voilà, donc c'est dans le même principe. Si vous souhaitez louer plus cher. Maintenant, on va parler de la rentabilité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la rentabilité dans les grandes villes, c'est de l'ordre de 2 à 4%. En banlieue parisienne, vous pouvez aller jusqu'à 8-10%. Maintenant, si vous allez en province, ça peut aller jusqu'à 15%. Et comment on calcule la rentabilité? C'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est assez simple. En fait, vous prenez le loyer et multiplié par 12, divisé par le prix d'achat, ça fait le rendement brut. Un exemple, si le loyer s'élève à 1 000 € par mois, donc le loyer annuel, c'est 12 000 € par mois, le prix d'achat, c'est 200 000 €, ça fait 6% de rentabilité brute. Alors, la rentabilité nette, c'est le loyer moins les charges, moins la taxe foncière fois 12, divisé par le prix d'achat plus le frais de notaire égale le rendement net. Alors, par exemple, le loyer, c'est toujours 1 000 € par mois. Les charges de copro, c'est 100 € par mois. La taxe foncière, c'est 600 € par an. Ça fait 50 € par mois. Donc, le loyer net, c'est 850 € fois 12. Divisé par 200 000 € en prêt d'achat, plus le frais de notaire qui est en général 7,5%, ça fait une rentabilité nette de 4,7% avant impôt. Si vous souhaitez faire une calcul vite, quand vous visitez un bien, en général, on prend la rentabilité brute qui est assez facile à calculer, moins 2%, moins 3% égale la rentabilité nette. À savoir une rentabilité brute de 6%. Si vous souhaitez calculer la rentabilité nette, ça fait 3% ou 4%. Voilà, si vous voulez faire une estimation vite fait. Nous enchaînons avec le financement puisque c'est bien le nerf de la guerre d'obtenir un financement. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un point essentiel pour obtenir le financement. Quels sont les paramètres pour obtenir le financement? La clé pour obtenir le financement, c'est savoir rassurer la banque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas la banque qui vous rassure, c'est vous qui devez rassurer la banque. Avant de parler comment rassurer la banque, souvent on me pose la question, mais tiens, est-ce que je dois faire appel à un courtier? Est-ce que je vais démarcher directement la banque? La réponse étant que je vous conseille vivement de démarcher minimum 2 banques si vous souhaitez faire appel à un courtier. Pour quelle raison? Parce que le courtier, il est commissionné si il arrive à obtenir le financement. Maintenant, il va dire oui à tout le monde, même si vous avez un dossier mitigé. Pas terrible, il va vous dire Monsieur Dupont, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. En réalité, il ne s'en occupe pas du tout parce qu'il sait à peu près quel est le taux de réussite. Par exemple, je vais aller voir un courtier aujourd'hui, il va me dire tiens, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, tout en sachant qu'il y a très peu de chances d'obtenir un financement pour moi parce que je n'ai pas de CDI, parce que j'ai un taux d'endettement déjà assez élevé. Donc, si vous comptez tout sur le courtier, vous ne démarchez pas la banque vous-même, le risque étant que le courtier, en fait, il n'a rien fait,
ils n'arrivent pas à vous fournir les 2 refus de banque. Du coup, derrière, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas démarché les banques vous-même. Donc, démarchez minimum les 2 banques vous-même et vous dites la vérité au courtier. Vous lui dites, bah, je compte démarcher la Société Générale et BNP Paribas parce que c'est mes 2 banques principales que je connais bien. Je vous laisse démarcher le reste. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, on va parler de comment rassurer la banque. Alors, la première chose, c'est de choisir la bonne banque parce que toutes les banques ne se valent pas. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une cliente récemment qui m'a dit que, Ting, tu sais que j'ai 56 ans. Je veux investir dans l'immobilier pour payer les études de mon fils, pour assurer la retraite, parce que je suis dans un secteur où il y a il y a une grande transformation et je risque d'être au chômage d'ici peu. Donc, j'aimerais investir dans un investissement locatif. Maintenant, mon gros souci, c'est que je ne sais pas où investir puisque j'habite dans Paris, tout est cher, je suis locataire dans le 15e arrondissement. Tout ce que je connais, c'est le 15e, enfin, c'est tout Paris, plus le banlieue sud comme Montrouge, Châtillon, qui est très chic et très cher. Donc, quand je fais les calculs, je n'ai pas de cash flow, je dois mettre 200 €, 300 € tous les mois dans le bien, donc ça ne m'intéresse pas. Sinon, bah, pour tout le reste, je n'ai pas de problème. Je lui ai dit, OK. Donc, tout ce que tu as envie de savoir, c'est comment trouver un bien avec du cash flow. Est-ce que le financement, ça te pose un problème? Il dit, non, non, pas du tout. Je travaille dans une banque. Donc, j'ai déjà vu une conseillère qui m'a dit que je peux emprunter jusqu'à 140 000 € de mémoire. Et donc, il m'a dit qu'aucun problème pour me financer jusqu'aux 140 000 €, sauf que j'ai regardé un peu le prix dans la région parisienne. Avec 140 000 €, j'ai un studio. Bah, donc, le but, c'est de dégager un cash flow. Donc, avec 140 000 €, 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, c'est du cash flow négatif. Donc ça ne va pas. Elle m'a dit qu'en fait, ma banque m'a dit que si jamais j'arrive à acheter ma résidence principale, en revanche, là, mon taux d'endettement sera baissé et du coup, elle peut me prêter jusqu'à 250 000 €. Je lui ai dit, ah bon? C'est pour ça que tu m'as dit que le financement n'est pas un problème. En fait, ta banque, donc ta propre banque, qui souhaite que tu achètes ta résidence principale et ça fait 20 ans que tu habites dans le 15e. Avec ton budget, tu peux acheter une chambre de bonne dans le 15e. Ce n'est pas pratique d'habiter avec ton fils qui est un ado et toi, tu as 56 ans. Et donc, pour moi, c'est comme, elle t'a demandé une condition qui est irréalisable. C'est comme si je vous dis aujourd'hui, Monsieur Dubon, je peux vous prêter jusqu'à 500 000 € à condition que vous avez... je peux vous prêter jusqu'à 500 000 € à 0% à condition que vous avez 2 millions sur votre compte. C'est comme si elle n'a rien dit. Donc, c'est tout le problème d'emprunter parce que la banque vous a dit à condition une condition que tu ne peux pas réaliser. Elle me dit, oui, tu as raison. En fait, je me rends compte que parce que je travaille dans cette banque, donc pour eux, ce n'est pas un client potentiel, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, ils ne doublent pas l'effort pour me faire une proposition adéquate ou alléchante. Donc, je lui ai dit, mais va voir d'autres banques. Ne restez pas dans cette banque parce que même si elle me dit, oui, mais comme je travaille dans cette banque, j'ai un taux préférentiel. Je lui ai dit, oui, mais on te prête 2 millions à 0% à condition que tu as 10 millions sur ton compte. C'est comme si on ne te prête pas. Donc, il faut vraiment choisir la bonne banque qui prête. Alors ça, c'est la première chose si vous voulez obtenir un financement. La deuxième chose, c'est savoir constituer un dossier. Ça, c'est hyper important puisque quand vous allez chercher un boulot, vous avez un CV. Aujourd'hui, un conseiller reçoit entre 600 et 1300 clients potentiels par an et il n'y a que très, très peu, genre 1% qui viennent avec un dossier. Quand je dis un dossier, je dis pas ce n'est pas des papiers en vrac,
Ce n'est pas des 3 dernières fiches de paye, ce n'est pas les 2 derniers avis d'imposition, ce n'est pas votre contrat de travail. Ça, c'est des justificatifs, ce n'est pas en dossier. En dossier, c'est pour montrer votre projet viable. Vous avez fait une étude de marché sur la ville, vous savez investir, vous avez calculé la rentabilité, vous avez démontré aux banquiers que vous gagnez de l'argent avec ce bien. C'est ça que j'appelle un dossier, c'est un dossier récapitulatif pour montrer que votre bien est viable, qui peut vous prêter les yeux fermés, qui peut vous faire confiance parce que vous êtes quelqu'un de sérieux et vous connaissez, vous maîtrisez votre projet. Le troisième élément pour assurer la banque, c'est de savoir parler le langage de la banque. C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez votre banquier, vous lui parlez dans le langage qui le rassure, vous lui parlez de ce qu'il voulait entendre et du coup, il n'a plus qu'à vous donner le prêt et vous imprimez l'offre de prêt. Voilà, donc vraiment de connaître les besoins de la banque et de parler le langage de la banque pour le rassurer. Et ce qui est important, c'est de soigner votre savoir-être, ça veut dire bien habillé. Je connais trop de personnes qui y vont en jean et en basket et derrière, ils vont faire des courses au supermarché. Il faut vraiment bien habiller. Il faut bien préparer le dossier, à mener tous les justificatifs, bien soigner le compte, nettoyer les comptes, qu'il n'y a pas de crédit de conso. C'est ce que détestent les banques. Si vous avez des crédits de consommation, il faut les solder avant d'aller voir la banque. Voilà, ça veut dire c'est en préparatif. Si vous voulez acheter votre, que ce soit résidence principale ou investissement locatif, ça n'a aucune importance. Vous comptez acheter, d'aller demander un financement en septembre, il faut que ce soit nickel en juin, juillet, août. Voilà. Quand je dis nickel, c'est vraiment solder tous les crédits de conso, qu'il y a de l'épargne tous les mois. Si vous savez qu'en juillet et en août, vous avez des grosses dépenses, comme c'est souvent le cas en décembre, bah, il faut dégaler votre demande de prêt. Allez demander le prêt en novembre ou en décembre. Il faut que les 2 derniers relevés soient propres, soient nickel et que vous soignez votre savoir-être, vous communiquez bien, vous emmenez les dossiers, vous êtes ponctuel et vous préparez le dossier et pour assurer votre banquier. Ensuite, on va parler de la fiscalité. Alors, la fiscalité, en gros, il y a ce qu'on appelle le foncier, c'est-à-dire la location nue. Vous ne mettez pas les meubles. Il y a le BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, c'est la location meublée. Il y a le nu et le meublé. Et quand on regarde de plus près, en fait, dans la location nue, en fait, il y a le micro, c'est loyer hors charge jusqu'à 15 000 euros. Il y a le régime réel, c'est loyer hors charge au-delà de 15 000 euros sur option. Quand je dis sur option, c'est que vous avez, imaginons que vous avez un studio, que vous louez 500 euros, donc par an, ça fait 6 000 euros de loyer. Mais vous choisissez volontairement le régime réel parce que vous jugez que c'est plus intéressant de vous déclarer en régime réel. Pour la location meublée, il y a le microbic et il y a le régime simplifié. À savoir, la frontière, c'est 70 000 euros au lieu de 15 000 euros. Alors, si votre loyer hors charge est inférieur à 70 000 euros, vous pouvez choisir le microbic. En revanche, s'il est au-delà de 70 000 euros, ou si vous choisissez volontairement le régime simplifié parce que vous justifiez que c'est plus intéressant, fiscalement, ben, vous avez le droit de le choisir. Alors, maintenant, la grosse erreur de débutant, c'est de se dire, ben, je connais la fiscalité, ben, c'est facile, hein, il faut faire la location meublée. Pourquoi? Parce que on paie moins d'impôts, il y a des leviers d'optimisation fiscale. C'est une erreur qui est fatale parce que c'est comme si je vous dis le lait, il est bon pour la santé. Est-ce que c'est une réalité? Bien sûr, c'est une réalité, sauf pour les gens qui ne digèrent pas le lait. Sauf pour les gens comme moi qui détestent le lait. Je n'aime pas boire du lait.
dire le meublé est bon dans tous les cas de figure, c'est faux parce que ça dépend dans quelle ville vous voulez investir, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de votre type de locataire, ça dépend de votre cible, ça dépend de plein de paramètres. Vous ne pouvez pas tirer une conclusion que quand vous investissez dans l'immobilier, il faut faire de meublé. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est une erreur courante de débutants. Alors, la première erreur du débutant dans l'immobilier, ça c'est une question pour vous. À votre avis, c'est quoi l'erreur la plus courante du débutant dans l'immobilier? Quelle est cette erreur? Est-ce que vous pouvez ou des erreurs que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez une idée? Quelle est l'erreur la plus courante du débutant dans l'immobilier? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est de se tromper de vie, de se tromper d'appartement, d'acheter trop cher, de créer une SCI. C'est quoi l'erreur la plus courante? Non, personne n'a d'idée? Alors, l'erreur number one, c'est essayer de tout connaître et de tout maîtriser avant de franchir le premier pas. Ça, c'est ce que commettent beaucoup de gens, c'est-à-dire, je regarde toutes les vidéos sur YouTube, j'essaie de connaître la stratégie dans la location courte durée, l'immeuble de rapport, la division, le viager, la vente aux enchères, la colocation, le régime fiscal, les astuces pour les prêts bancaires, les impayés, les assurances, l'optimisation fiscale, etc., etc. Et d'autant plus que le régime fiscal, ça change régulièrement. Donc, le gros souci de ça, c'est que déjà, il est impossible. C'est impossible de connaître tous les problèmes ou toutes les erreurs ou tous les pièges parce que c'est en faisant que vous avez des problèmes, des pièges. Donc, si vous souhaitez connaître, c'est juste impossible. Et d'autant plus que plus vous apprenez, plus vous savez qu'il y a des choses à apprendre. Donc, et d'autant plus que vous risquez de perdre votre boulot avec le contexte actuel qui est très difficile. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de débutants qui voulaient tout connaître avant de franchir le premier pas. Alors, sécuriser son avenir et constituer un héritage pour ses enfants, c'est tout à fait possible grâce à l'immobilier. Tout à l'heure, on a parlé de les avantages, l'effet de levier, de la rentabilité, l'optimisation fiscale, etc., etc. Donc, c'est tout à fait possible grâce à l'immobilier. Si vous souhaitez avoir plus de clarté dans votre projet immobilier, j'ai le plaisir de vous offrir une session stratégique de 45 minutes avec un de nos experts. Vous allez, parce que souvent on se pose la question, mais est-ce que je vais acheter ma résidence principale? Est-ce que je vais investir? Quelle est la stratégie qui est le plus convenable pour moi? Vous vous posez 1000 questions. J'habite à Paris, Paris c'est cher. Est-ce que je dois investir dans Paris, plutôt en province? Mais j'ai des enfants, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais investir dans l'immobilier, mais le contexte actuel, c'est compliqué. Est-ce que j'investis tout de suite? Est-ce que j'attends que le prix qui baisse? Donc, vous vous posez 1000 questions quand vous souhaitez investir dans l'immobilier parce que c'est un projet de vie, on ne le fait pas ça à la légère. Si vous voulez avoir plus de clarté dans votre projet, plus de vision, plus de visibilité, ben, vous prenez rendez-vous. L'appel est de 45 minutes, est complètement gratuit et on va vous donner plus de clarté et de visibilité dans votre projet immobilier. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce webinaire. On va passer à la phase de questions. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit par rapport au webinaire de ce soir ou par rapport à l'immobilier en général. Avez-vous des questions?
Est-ce que quelqu'un a une question? Personne n'a de questions? C'est clair ce que j'ai dit? Non, personne n'a de questions? D'habitude, vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez activer votre micro, vous pouvez me poser des questions par écrit. Je réponds à toutes les questions, que ce soit par rapport au webinaire de ce soir, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, ou par rapport à l'immobilier en général, ou par rapport à l'appel stratégique, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions ce soir. Ah, comment savoir quelle ville peut investir? Alors, j'ai une question de où, c'est comment savoir quelle ville peut investir? Ah bah, j'ai dit en fait tout à l'heure, dans l'absolu, toutes les villes sont, tu peux investir dans toutes les villes en France. Maintenant, il n'y a pas de ville que je peux te conseiller particulièrement parce que je ne sais pas où est-ce que tu es situé. Je ne sais pas quel budget tu disposes. Je ne sais pas quelle stratégie tu as. Donc, je ne peux pas te conseiller une ville, genre va investir à Marseille. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça dépend de beaucoup de paramètres de ton budget, de ta localisation géographique, de ta stratégie et de quel type de locataire tu vises. Voilà. Alors, j'ai une question de Overtrip. C'est comment on constitue en patrimoine? Alors, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous voulez bien activer le micro et m'expliquer la question? Comment on constitue en patrimoine? Oui, non, je disais que justement, le titre, c'est comment sécuriser son avenir et construire un héritage pour ses enfants grâce à l'immobilier. On n'a pas répondu à la question là, on a juste vu que voilà, il existe des effets de levier. Bah, Donc, constituer en patrimoine, il faut enchaîner les biens. oui, enfin, c'est évident ça. Mais comment faire pour enchaîner les patrimoines, les biens immobiliers qu'on veut savoir. Ben, c'est avec tous les leviers que je vous ai donnés, par exemple, comment obtenir le financement, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut préparer un dossier, il faut démarcher la bonne banque, il faut, alors je reprends les slides, il faut savoir parler le langage de la banque, lui proposer ce qu'il veut et soigner votre savoir-être. Maintenant, si vous souhaitez savoir, j'habite à Paris, où est-ce que je dois investir, quelle rentabilité je peux obtenir, quel type de locataire je veux, bah, vous pouvez rejoindre à notre programme d'accompagnement personnalisé. Je ne peux pas vous dire en 45 minutes ou en 30 minutes comment dire, je ne peux pas donner des conseils personnalisés par rapport à votre situation. Ok, je comprends. Merci. Alors, je prends une autre question. Alors, j'ai une question de où, c'est je viens de m'installer au nord, je voudrais savoir par exemple à Lille, Tourcoing ou Roubaix pour louer aux étudiants. Du coup, c'est quoi la question en fait? Allô? Oui, Vous m'entendez? je vous entends très bien. Merci, bonsoir. Alors, en fait, je suis orientée par une amie pour écouter votre séance.
Et puis, on m'a parlé de, par exemple, on va acheter une maison, après séparer en quelques studios. Voilà. Oui. Oui, c'est Une ça. division, alors, Oui, oui. exactement. Voilà. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà, ça, c'est vraiment changé mes idées parce qu'avant, vraiment, je pensais, oui, je vais acheter un appartement, une maison, voilà, et puis, voilà, louer pour une famille, tout ça. Voilà. C'est pour ça, maintenant, ça m'intéresse beaucoup pour cette opération. Voilà. Oui. Est-ce que c'est votre premier investissement Oui, locatif? c'est ça, oui. Je vous déconseille fortement de vous lancer dans ce type de bien si c'est votre premier investissement locatif. Parce D'accord. que tout de suite, en fait, quand on investit, il vaut mieux commencer petit. Parce que Oui. là, ça coûte combien une maison à Tourcoing ou à Lille? Pour le moment, à peu près, par exemple, 100 mètres carrés, on dirait à peu près 150 000 euros, voilà. C'est déjà cent très bien. cinquante mille 1000, euros avant oui. travaux ou après travaux? Ou y Pas de a-t-il des travaux travaux. à prévoir? Pas de travaux, oui, peut-être un peu, mais c'est déjà très bien, voilà. Et on peut diviser en combien de studios? On dirait 600. À votre avis, on peut diviser par 5 Ah, ou j'ai pas 6? d'avis là-dessus. Ouais. J'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, pour un premier bien, je vous déconseille fortement parce que vous n'avez pas d'expérience. Oui, Certes, on peut vous vendre 10%, 15% de rentabilité à Tourcoing. oui, Souvent, c'est sur papier, surtout d'accord. pendant la période de Covid. Ce que je Oui, vous conseille de faire, en tout cas pour un premier investissement, oui, il faut vraiment investir à proximité. C'est oui, hyper important parce d'accord. que en fait, c'est hyper chronophage l'immobilier. Surtout, vous n'avez pas d'expérience. Il faut Oui, investir soit à 45 minutes en transport de chez vous, soit d'accord. dans une ville que vous connaissez bien. Le Oui, deuxième conseil que je vous donne, c'est il ne faut pas se lancer dans un projet grand. Parce que là, tout de d'accord. suite, que ce soit 3 studios, 4 studios, 5 studios, c'est C'est énorme. beaucoup. D'accord. Forcément, il y a des travaux à faire, soit il y a Oui, des travaux de rafraîchissement, ça c'est le oui, minimum. Mais si vous voulez d'accord. augmenter, enfin, si vous voulez avoir une rentabilité intéressante, forcément, Oui, il faut faire de la division, il y a des compteurs d'électricité, il y a plein oui, de choses. C'est beaucoup plus complexe que vous n'imaginez. Alors, on d'accord. vous vend 15% de rentabilité. En réalité, il y a des grandes chances que vous n'arrivez pas à remplir les chambres. Il y a des Oui, grandes chances que ça, il y a des pépins ou des tuiles pendant les travaux où la banque ne finance pas. Trouver 5 locataires et trouver un seul locataire, c'est deux choses complètement différentes. Donc, d'accord. vous ne lancez pas dans un projet gigantesque pour un Oui. débutant. C'est pour ça, au début, je pensais c'est à Lille. J'habite pas Lille, mais je pense que, par exemple, j'achète un appartement à côté près de l'université. Voilà, c'est intéressant. Voilà, ça, j'ai des idées comme ça. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pas de questions? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Enfin, si personne n'a de questions, on va terminer ce webinaire, à moins que vous ayez des questions.
Bah, si personne n'a de questions, bah, je vous remercie de votre présence à ce webinaire et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, Bonne merci. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.